nous allons passer au focus numéro 3 sur la restauration des habitats, qu'ils soient marins ou terrestres. Et donc, nous allons quitter l'Italie pour partir tout au nord de l'Écosse. Now we'll ask Nick Schreiner to take the floor to present a Biomatrix water solution from the north of Europe. Please, Nick, do you hear me? It's okay. I'll leave you the floor if you want to speak now. Thank you. OK. Bonjour à tous et merci pour la parole. Je m'excuse pour mon mauvais français. Si c'est OK, je vais continuer en anglais aussi. Next, please. Yeah. So at Biomatrix Water, we are interested in how to restore aquatic ecosystems and reestablish biodiversity in urban and peri-urban waterways. These waterscapes are often hard-sided canals or rivers with concrete or sheet pile walls and a complete absence of aquatic life. So to give nature a new toehold in these waterscapes, we design and fabricate modular floating ecosystems. These floating structures provide the platform for aquatic plant growth, which subsequently provide much needed habitat for nesting birds, fish, bees, and microbiological life. They also uptake and remove pollutants like nitrogen and phosphorus, helping to improve overall water quality in these water bodies. Next, please. Great. We work both in freshwater and saltwater environments. We have partnered extensively with Ecocean, who you'll hear from shortly, and others to develop a variety of surface and subsurface habitat structures to meet site-specific biodiversity, water quality, and aesthetic objectives. Next, please. So our floating ecosystem structures are built using recycled high-density polyethylene and marine-grade stainless steel. So they're robust and will last for 10, 15 plus years in marine environments. They are compact and modular, so they can be arranged in just about any size or shape. They're also very easy to ship. We fabricate the ecosystem modules themselves here in the Highlands of Scotland and ship them all over the world. Next, please. We also design custom anchoring and bracketing structures to allow us to install the ecosystems in just about any environment, including areas with high winds, high waves, and fast-moving water. We can also combine the ecosystems themselves with other infrastructure like floating solar systems. This allows us to provide aquatic restoration infrastructure in just about any location and any site conditions. That's all for me. Thanks very much. Thank you very much, Nick. Just one quick question. What are the main difference when you work on salt water or fresh water? Do you use the same materials? We use many of the same materials, especially the polyethylene and the marine grade stainless steel. We do make some adjustments to the planting structure. And of course, we select salt tolerant plants like halophyte, Carex species that do much better in salty and brackish water. Okay, thank you very much, Nick. We will come back to you in a few minutes for the question session. And now we will leave the floor. Nous allons passer la parole maintenant à François Briand. Merci de nous avoir rejoint, François. Hop. Je vous laisse la parole. Après effectivement être allé dans le nord de l'Écosse, nous allons maintenant en Polynésie. Nous voyageons beaucoup dans cette session. François, à vous. Oui, bonjour à tous. Merci de
cet accueil. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'Institut polynésien existe depuis 3 ans et demi maintenant. Et quand il s'est créé, en partenariat avec un centre de recherche sur les coraux en Polynésie, le CRIOB, nous avons tout de suite décidé de proposer en fait une formation au biomimétisme, mais pratique, appliquée à des projets particuliers. Et bien évidemment, là-bas, compte tenu du contexte climatique et des enjeux sur les coraux, nous avons choisi ce projet de restauration corallienne en utilisant en fait les nurseries actuelles comme un thème d'usage du biomimétisme. Donc aujourd'hui, vous pouvez avancer un petit peu dans le diapo si vous voulez. Le souci aujourd'hui, c'est le changement d'échelle nécessaire, hein, avec l'accélération de la disparition des récifs. Il nous faut trouver d'autres moyens. Les reproductions asexuées, donc par clonage, utilisent aujourd'hui des tables ou des arbres qui sont en métaux, en plastique, qui utilisent des cols chimiques. Donc les enjeux sont résumés là. Je ne vais pas pouvoir les passer en détail, mais nous avions à peu près une dizaine de challenges sur ce projet et nous avons appliqué donc la méthodologie du biomimétisme sur comment remplacer bien sûr les matériaux par des matériaux naturels, mais aussi comment changer les formes, comment améliorer la stabilité de l'ensemble pour résister au courant par exemple, et surtout comment faire face aussi aux pics de température qui bien entendu décimaient aussi les bébés coraux, pas seulement les coraux sur les récifs. Donc on peut passer à la suivante si vous voulez. Donc, ce qui en a résulté, et il y a tout un procédé, toute une méthodologie, vous pouvez avancer aussi, il y a plusieurs étapes. Ce qu'il en a résulté, c'est que pour résoudre ces 10 challenges à peu près, nous avons exploré la nature, mais aussi les savoirs traditionnels polynésiens. Et nous avons trouvé plein d'idées, les unes après les autres, que nous avons analysées en profondeur, simulées aussi les unes après les autres. Et en les agrégeant dans un design, vous voyez une première vue de ce design tout en bas, on s'est rendu compte que ça ressemblait finalement à des formes que les coraux prennent souvent. Là, ce sont des acropora qui prennent ces formes de plateaux, de symétrie, d'étagement les uns sur les autres, de façon à optimiser finalement le passage du flux des nutriments et l'optimisation aussi de la lumière. Et donc on a observé que le biomimétisme, quelque part, arrivait au même résultat que la nature, mais aussi par une démarche analytique, par une démarche progressive dans notre approche de résoudre les challenges les uns après les autres. Donc si vous voulez passer à la suivante, on va voir l'implémentation. Hein, les prototypes sont en fin de test en ce moment, en coopération toujours avec le CRIOB. Et donc l'usage, par exemple, de savoirs traditionnels polynésiens sur des tressages de matières locales, le pandanus en l'occurrence, mais on en a d'autres en cours d'essai aussi, nous ont permis, par exemple, de changer complètement d'échelle. On s'affranchit de colle, on va planter les coraux par des mécanismes de clippage, ce qui évite de mettre de la colle, ce qui évite de passer beaucoup de temps. Donc on gagne un facteur 3 à peu près sur le temps nécessaire. Et du coup, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir changer d'échelle dans la restauration. Si on veut préserver autour des hôtels ou des sites sensibles au niveau touristique, par exemple, la beauté des récifs, il faut absolument qu'on change d'échelle, qu'on passe de quelques unités d'arbres à quelques dizaines, voire centaines. Donc on a des projets de changement d'échelle où on embarque avec nous les artisans locaux, on embarque avec nous bien sûr les chercheurs pour continuer à monitorer tout ça, et nos designers nous aident à faire évoluer ces nurseries. Donc sur le dernier diapo, en fait, les usages que l'on envisage de ces nurseries, c'est d'associer en fait les touristes, les plongeurs bien sûr, mais aussi tous les touristes qui vont résider dans les resorts en Polynésie, de façon à participer non seulement au nettoyage, à la mise en place des nurseries, mais aussi en même temps à se former au biomimétisme. Et c'est un ensemble de propositions qu'on fait au complexe hôtelier, de mettre en place ces nurseries, de faire de la permaculture, d'apprendre à designer en se basant sur les savoirs traditionnels polynésiens, de façon à ce qu'ils participent à régénérer les écosystèmes qui sont bien sûr encore très beaux là-bas, mais qui subissent aussi les mêmes pressions qu'ailleurs, et en même temps en se formant au biomimétisme, le but étant de leur donner envie, peut-être en rentrant de vacances ou de leur visite, d'appliquer eux-mêmes ce biomimétisme dans leur domaine d'application et de créer une espèce de cercle vertueux. On va peu à peu expliquer à toute la population, aussi bien les entreprises que le grand public, qu'on peut aussi innover autrement et que le biomimétisme peut être un vrai vecteur de transformation. Voilà pour ma petite présentation. Merci beaucoup, François.
une question. Est-ce que cette volonté là de développer ou de sauvegarder du corail, est-ce que ça vient d'une approche stratégique à une échelle d'un territoire, ou est-ce que ça répond à une demande, comme vous l'avez évoqué, pourquoi pas par des hôtels qui souhaitent développer devant chez eux un paysage corallien, ou est-ce que c'est dans une logique de conservation de la biodiversité, et donc avec des choix de coraux qui seraient différents en fonction non pas de leur esthétique mais de leur rareté? C'est les deux, hein. C'est à la fois bien sûr une pression économique, hein, parce que la valeur estimée des écosystèmes coralliens pour valoriser les écosystèmes se chiffre en centaines de millions d'euros pour la Polynésie. Mais c'est aussi une prise de conscience globale, hein. On travaille avec ce centre de recherche que j'évoquais tout à l'heure, qui lui-même travaille avec des centres en Australie, à Hawaï, partout sur la planète. Et il y a une prise de conscience que si on change pas d'échelle, si on n'implique pas aussi la société civile dans les actions et dans les aides au financement de ces préservations des récifs, on va pas y arriver, quoi. Donc il y a vraiment une pression forte. Là, pour l'instant, on est financé par l'Office français de la biodiversité, mais on cherche des financements pour pouvoir maintenant passer à l'échelle et parler non plus de quelques unités d'arbres, comme c'est le cas partout, mais quelques centaines, voire quelques milliers. Il faut qu'on raisonne comme sur les forêts, comme sur les autres écosystèmes terrestres, à l'échelle de l'hectare, du kilomètre carré, et que quelque part on crée des points de résistance à cet effondrement de la biodiversité. Merci beaucoup François. On va passer maintenant à la prochaine présentation où on va rejoindre Pierre Descamps d'Andromède Océanologie. Pierre, voilà, ça fonctionne. Je te laisse la parole. Je te remercie Fabrice, merci pour l'invitation. Si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, je vais vous présenter en fait deux solutions de restauration écologique sur deux écosystèmes majeurs de Méditerranée, le coralligène et la Posidonie. Si tu peux activer la petite vidéo qui est en bas à droite. Donc le premier projet, c'est la restauration d'un tombant de coralligène qui était enseveli par des ballasts depuis les années 70. Donc sur ce tombant de coralligène, on a à la fois dégagé complètement le substrat, comme on vient de le voir en bas à droite, grâce à différentes techniques de pompage des sédiments. Diapo suivante, s'il te plaît. À la fois des pompes de forte capacité type Toyo et puis airlift comme c'était présenté sur cette diapo, c'est-à-dire un système d'aspiration mis en œuvre à partir d'un compresseur à air. Donc les résultats sont quand même significatifs. On a réussi à dégager 3000 m² de substrat rocheux. Ça représentait environ 350 m3 de sédiments de ballast qui encombraient un substrat rocheux donc, qui était anciennement couvert de gorgones et même d'herbiers de Posidonie sur roche. Et puis sur les parois du tombant, on a pu dégager aussi tout le coralligène en fait qui était enseveli et détruit. Donc ça montre qu'on est quand même capable de mettre en œuvre maintenant des solutions de restauration écologique d'assez grande envergure sur le coralligène. Diapo suivante. Voilà. Et puis le deuxième projet concerne la transplantation de Posidonie. Là aussi, c'est un projet de très grande envergure, peut-être la plus grande transplantation qui est effectuée au monde. Donc c'était 500 m² aussi de Posidonie qui ont été transplantés parce qu'elle était condamnée par un chantier et qui ont été remises à un endroit où un herbier avait été anciennement détruit. Donc c'est pareil, c'est de la restauration écologique sensu stricto. Et ça a été mis en œuvre avec, vous voyez, une transplanteuse à arbre montée sur une pelle mécanique qui prélevait l'herbier jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et dernière diapo, je suis un peu en retard. Donc les résultats sur cette manip de transplantation sont assez bons et vont vers le meilleur en fait, puisqu'on a quand même ça a été fait en 2017, on a eu 2 années de chantier juste à proximité de la zone de transplantation. Donc on voit sur le petit graphique en bas à gauche qu'on a commencé par avoir une baisse de la densité des faisceaux, et puis en fait dès que la phase chantier s'est arrêtée,
une augmentation de la densité de nos faisceaux. Et ce qu'on voit en haut à gauche, c'est un développement très très fort et de plus en plus important, exponentiel, de la croissance des rhizomes plagiotropes, donc des rhizomes colonisateurs. Donc actuellement, on est vraiment dans une phase de recolonisation et de reprise très forte de cet herbier transplanté et une synchronicité de cet herbier avec l'herbier alentour. Et cette année, par exemple, on a eu une floraison de nos transplants en même temps que l'herbier naturel qui se situe juste à proximité. Je pense que ces résultats sont très encourageants pour cette manip et sur la nouvelle capacité peut-être qu'on a à déplacer des herbiers qui auraient été condamnés par des chantiers. Le message que je voudrais faire passer, c'est que vraiment, il y a une nouvelle capacité à améliorer l'intégration des chantiers maritimes et vraiment la capacité à diminuer leur impact s'il y a des moyens et l'effort et la volonté qui sont mises pour obtenir des résultats. Je te remercie, Fabrice. Merci beaucoup, Pierre. Là encore, un peu même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on se situe sur une micro-niche ou c'est des enjeux que l'on retrouve encore régulièrement un peu partout sur la planète, de devoir restaurer les habitats sous-marins avec des interventions importantes comme ça, même si effectivement on voit largement le succès là, avec la refloraison cette année qui est exceptionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester ou qui reste anecdotique vu le nombre de nouveaux ports, nouvelles infrastructures sous-marines, enfin, l'infrastructure qui gagne sur la partie sous-marine, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à augmenter à l'avenir? C'est un peu la croisée des chemins, je dirais. En tout cas, c'est très important, je pense, pour les aménageurs de démontrer maintenant leur capacité à construire, à continuer à développer sans impacter l'environnement ou en l'impactant le moins possible. Dans maintenant nos longues carrières, on a vu quand même des chantiers extrêmement destructeurs et plus récemment des chantiers qui arrivent quand même à s'intégrer dans l'environnement en ayant un impact beaucoup plus faible et beaucoup plus circonscrit à l'ère du chantier. Je pense que c'est un enjeu très très fort et qui a de l'avenir. Oui, c'est forcément l'avenir de ces grands chantiers. Maintenant, ça va être d'être de plus en plus vertueux au niveau environnemental, sinon ils sont condamnés. Merci beaucoup, Pierre. On te retrouvera tout à l'heure pour la session de questions et on va finir la dernière intervention de ce jour avec Gilles Lecaillon, qui est directeur d'Ecocéan, qui est un des partenaires de EcoSolutions, qui est un des fondateurs de EcoSolutions aux côtés de l'Agence de l'eau, du Conservatoire, de la CCI Aix-Marseille, PIM, Smilo et Soulbaï. Gilles, je te laisse la parole pour présenter la solution développée, une des solutions développées par Ecocéan. Ok, merci bien Fabrice. Tu peux passer d'ailleurs toutes les animations, comme ça sera moins difficile pour toi. Donc Ecocéan, rapidement, c'est une société d'ingénierie écologique en milieu marin d'abord, et maintenant on va dire plus aquatique, et on est vraiment à l'origine un petit peu de l'émergence d'une nouvelle filière qui s'appelle le génie écologique côtier, pour restaurer avec nos collègues qu'on a vu juste avant l'écosystème côtier méditerranéen et pas que. Et donc nous, on est vraiment à concevoir et à mettre en place des solutions opérationnelles. On est un bureau d'études, mais on n'est pas un bureau d'études comme nos amis de Biotope ou de Créocéan. On est vraiment en train d'essayer de développer et de mettre en place des solutions pour redonner des fonctionnalités écologiques à des infrastructures artificielles. Et donc on vient proposer un service clé en main, d'ailleurs basé sur une innovation récente qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité. En fait, on ne vient pas vendre un produit, on vient proposer un service de restauration de fonctions écologiques, donc en l'occurrence de nurseries artificielles dans des ports de plaisance principalement. Voilà, donc on est une petite société qui a 18 ans d'expérience et basée à Montpellier. La prochaine slide, s'il te plaît. On a quand même pas mal de plongeurs. Et donc on a différentes solutions opérationnelles. Il y en a une qui est assez originale, qui est le fait de capturer des larves de poissons dans leur cycle de vie avant qu'elles n'arrivent sur la côte. Donc on vient les capturer avec des pêcheurs locaux, avec des engins qu'on a développés. On les met à terre pendant quelques mois pour les passer de 1 cm ou 2 à 7-8 cm. Et ensuite, on les réintroduit dans le milieu, donc à l'extérieur d'une zone, par
exemple, dans la baie de Marseille, on les réintroduit pas dans le port, mais à l'extérieur du port, dans des petits fonds côtiers de 7-8 mètres, là où ils doivent être à la taille à laquelle on les relâche. Voilà. Donc ça, on a cette solution-là qui a été validée scientifiquement par des projets européens. Prochaine slide. Enfin, voilà. On a également, alors avec nos partenaires écossais dont on a entendu juste avant, la Biomatrix Water, parce qu'Écocéan se développe aussi un petit peu en eau douce, on avait besoin de s'accrocher sur des structures flottantes et on a trouvé les structures flottantes de nos collègues Biomatrix Water très intelligentes, intéressantes, solides, faciles à mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, on vient proposer également ces structures flottantes sur le marché français et un petit peu plus large que le marché français, sous lequel on vient mettre nos dernières solutions qui sont, si tu peux activer encore un coup là, voilà, qui sont ce qu'on appelle des biohuts, qui sont des nurseries artificielles qui viennent être positionnées au sein même des structures artificielles qu'on ne va pas pouvoir enlever, comme en l'occurrence les ports de commerce ou les ports de plaisance. Donc on vient redonner en mettant ces micro-habitats artificiels qui sont remplis d'un substrat qui est très important parce que ça va permettre et à la fois de redonner le gîte et le couvert pour ces jeunes stades de poissons et pour arriver finalement au même objectif que la solution BioRestore, qui est que les petits poissons qui vont venir s'installer là-dedans vont trouver de quoi manger et se protéger des prédateurs, et donc ils vont grandir jusqu'à arriver à une certaine taille à partir de laquelle ils vont pouvoir regagner, ressortir du port pour aller regagner les habitats les écosystèmes adjacents. Voilà. Dernière slide. Vas-y, tu peux appuyer sur les deux. Donc, juste pour vous donner un peu l'ordre de grandeur aujourd'hui de ce qu'on a comme retour d'expérience. Aujourd'hui, on a une trentaine de marinas méditerranéennes, enfin pas que d'ailleurs, on en a 2 en Bretagne, qui sont équipées de nos solutions, ainsi que 4 ports de commerce. On a quand même installé plus de 3800 unités et réalisé, parce que c'est peu de le dire, ça prend une petite phrase là sur la slide, mais 3 thèses et 8 publications scientifiques avec notre partenaire scientifique privilégié qui est l'Université de Perpignan, avec lequel on a fait beaucoup de projets de recherche pour démontrer l'efficacité de ces solutions. Et enfin, sur la partie BioRestore, il faut savoir que depuis 5 ans en Méditerranée, on a réinjecté plus de 20 000 poissons juvéniles de plus de 70 espèces et qu'actuellement, on a 3 projets en cours, donc un à Marseille, un à Toulon également et un qui, j'espère, va démarrer bientôt aux Philippines. Voilà pour nos solutions. J'ai terminé. Merci beaucoup, Gilles-Louis. Effectivement, c'est un beau projet qui devrait aussi démarrer rapidement aux Philippines. Quand vous capturez des larves et qu'ensuite vous les faites grossir, est-ce que vous avez un rôle sur justement les espèces exotiques? Est-ce que vous en profitez pour éliminer toutes les espèces qui pourraient ne pas correspondre à la zone géographique? Ok, oui, c'est une bonne question. C'est dans le cahier des charges du repeuplement, évidemment qu'on pêche tout ce qui arrive et en tout cas c'est un bon indicateur de ce que l'on sait qui peut arriver. Et évidemment, si jamais on a des espèces qui sont considérées comme invasives, on ne va pas les repeupler. Ceci dit, ça ne nous est jamais arrivé. Ça fait 8 ans qu'on pêche en Méditerranée, on n'a pas eu une seule espèce invasive en poisson. Et donc, toutes les espèces, et c'est la particularité de cette solution, c'est bien, si on a 2 mérous et 300 pageaux, on va repeupler 2 mérous et 290 pageaux parce qu'on a une petite mortalité en élevage. Donc, on n'a pas eu d'espèces invasives. En revanche, c'est un très bon indicateur, bio-indicateur de si les espèces sont en train d'arriver ou pas, mais ça n'a pas été le cas, en tout cas en Méditerranée. Merci beaucoup, Gilles.